Parmi vous, je me présente, Sarah Al-Ghali. Je suis experte en transformations industrielles. En même temps, je travaille sur la chaîne de valeur, en fait, sur toute la chaîne de valeur industrielle, de l'introduction au marché jusqu'à le développement des fournisseurs, la qualification des problématiques liées à l'industrialisation, sur l'excellence opérationnelle dans le domaine de l'industrie automobile, mais pas que, et puis aussi sur tout ce qui est service après-vente et aussi économie circulaire récemment. Donc j'ai un ADN automobile, mais qui a été étendu sur d'autres industries manufacturières et services, et je suis vraiment ravie et honorée d'être parmi vous aujourd'hui à cette 8e édition de l'IMD, sous le thème du Maroc, carrefour des industries mondiales. Donc je pense que je suis entourée d'un panel d'invités des plus distingués, institutionnels et industriels. Donc c'est un honneur en fait encore d'être parmi vous et puis d'animer ce panel. Donc mon panel qui est en fait aujourd'hui qui inaugure cette IMD 8e édition, c'est tout simplement les investissements stratégiques. Donc sans plus tarder, je vais lister mes panélistes, mes invités distingués à monter sur scène et puis à discuter ensemble cette thématique, c'est-à-dire que comment le Maroc se positionne en termes d'investissement stratégique. C'est-à-dire il y a une cartographie industrielle mondiale qui est en train de prendre forme. Et le Maroc œuvre pour prendre une place pérenne et compétitive. Donc, discutons ensemble quels sont les leviers, comment le Maroc avance, et puis aussi quelles sont les opportunités sur lesquelles nous devrions travailler tous ensemble, institutionnels, secteur public, privé et industriel, investisseurs, experts, et puis l'ensemble de l'expertise présente en salle aujourd'hui. Voilà. Donc sans plus tarder, je commence par inviter mes panélistes et mes invités distingués un par un à nous rejoindre. Donc je commence par les dames. Alors nos deux dames représentent le ministère de l'Industrie et du Commerce. Donc Madame Salma Kawi, donc chef de la division du pilotage des écosystèmes fournisseurs automobiles au sein de la direction des industries automobiles. Bonjour, merci d'avoir répondu présente et bienvenue. Alors, toujours du ministère de l'Industrie et du Commerce, c'est Madame Sarah Mounir. Donc, Madame Sarah Mounir est chef de la division des écosystèmes locomotives industrielles au sein de la direction des industries aéronautiques, navales, ferroviaires et des énergies renouvelables. Madame Mounir, bienvenue. Toujours en institutionnel, nous avons la présence de Monsieur Youssef Tber, le directeur des investissements et des exportations au sein de l'ANDI. Bienvenue. Mixant un peu l'expertise de nos industriels marocains présents, donc je demande à rejoindre Monsieur Arafa Bioudi, directeur général Enjima. Dr. Philippe Bater, you are the Managing Director of Mubia, roll-bonded products. Bienvenue, welcome. And we have, OK, donc alors le panel, ça va être anglophone, francophone. Nous avons équilibré la discussion pour qu'on puisse tous échanger et garder un fil conducteur constructif pendant cette heure de panel. Alors, Monsieur Hakim Nadir, donc vous êtes le directeur général de Knof Maroc. Bienvenue. Monsieur Badr Jafar, directeur général du groupe Le Piston Français. Bienvenue. Et nous avons M. Faisal Harchi, directeur général de Pratt & Whitney Morocco. Oui. Installez-vous. Bonjour.
Bien écoutez, à mes chers panélistes, franchement, merci d'avoir confirmé votre participation et d'être venus présents et puis nombreux pour discuter ce panel. Donc c'est un panel qui est assez riche en expertise, en présence institutionnelle et d'industriels. Donc l'objectif, c'est discuter ensemble du rôle en fait du Maroc, comment on se positionne pour vraiment être attractif au niveau des investissements stratégiques. Vous l'avez un peu deviné en connaissant nos experts. Donc nous allons débattre la thématique en présence d'industriels essentiellement qui opèrent dans deux écosystèmes fédérateurs au Maroc, notamment l'industrie automobile et aéronautique, mais pas que. Donc couvrant aussi d'autres industries techniques de pointe. Voilà, donc sans plus tarder. Je commence par... peut-être je m'installe et puis je commence mon panel. Merci. Bonjour. Ça marche. C'est bon. Donc, je pense que ma première question ou mon élément qui va inaugurer cette discussion, c'est quand on parle investissement stratégique, quelle est l'offre du Maroc en 2026, pardon. Quelle est la charte d'investissement qui est déployée pour attirer ces investissements stratégiques. Donc nous avons vu que ça a évolué dans les temps. Et puis derrière, je pense qu'il y a un travail qui a été fait et il y a des éléments qui sont intéressants à discuter ensemble. Et ma question se retourne vers Monsieur Youssef Tebr. Parce que vous, de toute façon, naturellement, à l'AMDI, vous êtes en amont du process de prospection, des rencontres, de l'expertise. Donc, à vous, en fait, la parole. Merci. Bonjour. Bonjour, d'abord, merci à Industrie du Maroc Magazine pour l'invitation. Je pense qu'il faut dire peut-être un mot sur l'AMDIE. D'abord, qu'est-ce que c'est ? C'est l'Agence marocaine de développement des investissements et des exportations, dont j'ai le plaisir d'être directeur des investissements et des exportations, la partie métier. On est un peu l'agence stratégique en charge de développer les investissements et d'accompagner les exportateurs sur l'ensemble du territoire national, à quelque échelle que ce soit de la PME à la grande entreprise. Donc on a un travail en fait d'accompagnement d'abord, de promotion, de faire découvrir la destination Maroc, et puis après de concrétiser avec les porteurs de projets leurs investissements au Maroc. Et sur la partie export, bien sûr, on accompagne l'offre de produits et de services nationales vers de nouveaux marchés. Si on parle des projets stratégiques, je pense qu'il y a une définition large de notre vision de qu'est-ce qu'un projet stratégique. Un projet stratégique, selon la charte, il a une définition numéraire et d'impact, c'est-à-dire en termes de montant d'investissement et d'impact sur un certain nombre d'écosystèmes ou sur l'emploi ou sur la souveraineté. Mais on peut le comprendre de manière plus large. Nous, à notre niveau, en tant que métier, en tant que développeur, pour nous, un investissement stratégique, c'est aussi tous les chaînons manquants au Maroc, des activités qui permettent le développement d'écosystèmes. Donc ce n'est pas forcément un projet qui est important en termes de volume d'investissement, c'est un projet qui est important dans la chaîne de valeur et qui va permettre l'essor ou le renforcement d'écosystèmes. Au sens de la charte, évidemment, il y a une appréciation des projets d'investissement qui sont portés par le secteur privé. Encore une fois, la charte, elle s'adresse principalement au secteur privé. Et là, il y a un accompagnement spécifique. En fait, la charte, dans son idée originale, c'était de différencier justement entre des projets, disons, communs, même si le terme est n'est pas juste pour ce type de projet, puisque c'est l'essentiel de la création de valeur au Maroc. Et avec des projets stratégiques, dans le sens de l'accompagnement, quel accompagnement l'État doit accorder à des porteurs de projets qui ont un projet à fort impact sur le territoire national. Et il a été décidé de les traiter au cas par cas, de façon personnalisée, que ce soit en termes de soutien financier ou de soutien incentive ou subvention, oui. Mais sur un autre panel ou un autre type d'accompagnement. Ça peut être de la mise en relation avec des partenaires qu'on considère, nous, importants pour les projets. Ça peut être au niveau de la localisation des projets, de l'accompagnement administratif ou la prise en charge d'un certain nombre de prérequis pour la réalisation de ces projets. Si on fait un peu le bilan, là on est un peu à la fin d'un mandat gouvernemental, il y a
la charte dans son ensemble a été, on peut le dire, un succès sur plusieurs niveaux. Sur le nombre de projets accompagnés, sur la territorialisation des projets, sur les secteurs qui ont été adressés par les projets d'investissement, mais aussi sur un certain nombre de critères qui ont été mis en avant dès le départ, c'est-à-dire sur la durabilité, sur l'inclusion genre dans les projets, sur la territorialisation, etc., sur le développement local ou l'intégration locale, et c'est un thème important pour l'industrie marocaine. Donc on peut dire que sur un certain nombre d'indicateurs, la charte est un succès, et sur la partie stratégique, elle l'est aussi, puisqu'on a, je l'ai vu dans une présentation, on a permis l'installation d'une première gigafactory au Maroc, oui. une première gigafactory en Afrique. On sait comme quoi, on sait ce que représente une gigafactory, je vais le dire plutôt comme ça, mais en termes d'importance pour l'industrie en elle-même, mais en termes aussi d'appétence de chaque pays pour attirer ce type de projet. Et le Maroc a dû faire face à une concurrence rude, avec des pays qui ont peut-être un avantage en termes de moyens financiers par rapport au Maroc, et pourtant on a réussi à sécuriser ce type de projet, et pas uniquement ce projet-là, mais aussi la filière de la batterie en général, puisque derrière il y a l'idée de pérenniser des écosystèmes industriels qui sont vitaux pour l'industrie marocaine, le secteur automobile par exemple. Et donc il fallait anticiper, ou il faut toujours anticiper, la transformation de l'industrie automobile vers l'électrification, et d'avoir donc des activités critiques pour l'industrie de demain. Et ce qu'on a collectivement, État marocain, réussi à faire avec ce projet. Je vois sur l'ensemble des images et des visuels, et c'est à juste titre, l'usine de Safran sur le moteur, et ça aussi c'est un projet hautement stratégique et hautement important pour l'industrie aéronautique marocaine. Il y en a d'autres, on peut parler même dans l'industrie textile, la sécurisation de l'amont industriel qui va permettre d'avoir un effet de multiplicateur sur l'ensemble des entreprises marocaines du secteur. On travaille sur d'autres chaînons, on parle de l'hydrogène, de l'énergie, etc., de l'intelligence artificielle. Ça peut être aussi dans la santé, dans d'autres domaines qui sont aussi critiques pour l'écosystème industriel. Donc peut-être que je ne réponds pas tout à fait à la question, mais un peu quand même. En tout cas, c'est notre vision d'investissement stratégique. Parce que justement, Monsieur Tebel, merci beaucoup pour votre réponse. Quand on parle de charte 2026, quels sont les leviers qui ont évolué, qui ont permis en fait d'attirer ces investissements stratégiques? On parle de Gigafactory, on parle d'un écosystème batterie, ça bouge en fait dans d'autres écosystèmes hors automobile et autres. C'est-à-dire, quels sont les leviers? Je pense que vous l'avez cité juste avant, vous avez dit vous anticipez. C'est-à-dire qu'il y a un travail, je pense, qui se fait en amont sur la veille technologique, sur l'évolution des marchés, des besoins, qui font que le Maroc quand même se positionne dans cette cartographie, si on peut dire, d'industrie mondiale. Oui, vous avez raison de le préciser. En fait, la charte, on a tendance à la comprendre comme un mécanisme de soutien à l'investissement financier, mais en réalité, c'est beaucoup plus que ça. C'est un ensemble de réformes sur le climat des affaires en général. Et je pense que l'investisseur, quand il fait un choix pour un pays, il évalue le soutien de l'État évidemment, mais c'est la dernière étape. En fait, ce qu'il évalue au préalable, c'est tous les atouts du pays, c'est sa compétence humaine, c'est sa stabilité, c'est son ouverture vers le monde, c'est son accès à l'énergie renouvelable. Donc c'est l'offre de valeur marocaine qui est pertinente aujourd'hui et qui permet de sécuriser ce type de projet stratégique. Au-dessus de ça, ou au-delà, il y a évidemment le travail qui est fait par les autorités, par le gouvernement, par le secteur privé également, pour améliorer l'environnement des affaires en général et permettre de développer des écosystèmes industriels, puisque, encore une fois, un industriel qui a... Il ne faut jamais oublier qu'un investissement, c'est une prise de risque. Oui. Que l'investisseur, il met son argent sur la table et que donc ses choix doivent être le plus renseignés, le plus intelligents possible. Et donc... il assesse en bon français la destination sur tous les aspects. Il regarde l'écosystème industriel déjà présent, parce qu'évidemment, quand on a des témoignages d'industriels dans le même secteur qui ont fait confiance à un pays à différents niveaux de la chaîne de valeur, des activités les plus basiques aux activités les plus sophistiquées, oui. C'est déjà un témoignage, c'est déjà une garantie qu'on va trouver dans cette destination les moyens de prospérer, de sécuriser et de développer son activité. Voilà. Donc je dirais que voilà,
le travail conjoint entre secteur public, secteur privé, pour améliorer l'environnement des affaires et capitaliser sur les atouts structurels du Maroc, qui sont ceux que j'ai cités précédemment, et la proximité évidemment avec des marchés importants comme l'Europe ou les États-Unis, permettent de mettre en valeur la destination Maroc et de sécuriser un certain nombre d'investissements. Et on le voit dans les chiffres année après année où les IDE sont en constante augmentation. Entre parenthèses, on parle beaucoup sur les IDE, projets stratégiques, mais il n'y a pas que des IDE, il y a les projets marocains, les projets d'investissement marocains, les champions nationaux, les PME, les entreprises marocaines sont aussi essentielles, voire plus, pour l'écosystème, pour l'emploi au Maroc, et donc ils ont tout le soutien du gouvernement naturellement. D'accord. Ben, écoutez, merci. Et puis, je pense que c'est intéressant parce que nous parlons en fait d'une fédération One Voice public-privé. Je pense que ça ressort quand on parle du rayonnage, enfin du rayonnement du Maroc au niveau international. Et justement, en cas concret, je m'adresse peut-être à Madame Salma Kawi pour que vous puissiez peut-être nous présenter le rôle que joue la direction des industries de l'automobile en fait pour développer l'écosystème national. D'abord, merci Sarah pour l'introduction. Et je tiens tout d'abord aussi à remercier l'équipe Industry Meeting Days pour l'invitation et pour l'organisation de cette 8e édition. Ça fait plaisir de prendre part à ce panel et d'être aux côtés des acteurs de référence de l'écosystème national. Alors, en réponse à ta question, la direction des industries de l'automobile, autrement dit, je dirais le ministère en charge de l'industrie, a tout d'abord commencé en fait, l'action a débuté déjà par l'implantation, bien l'accompagnement de l'implantation des donneurs d'ordre ou des constructeurs automobiles, ou comme on dit dans le jargon automobile, des OEM. Des OEM. Effectivement. Et donc, c'est à travers les différentes stratégies de développement industriel qui ont été mises en place sous les hautes orientations de Sa Majesté le Roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste bien sûr. Et par la suite, on a passé à ce qu'on appelait des écosystèmes fournisseurs, c'est-à-dire développer l'activité et les fournisseurs qui vont travailler autour de ces donneurs d'ordre. Et je pense que Arafa peut bien le confirmer parce qu'elle a travaillé avec nous en étroite collaboration avec le ministère pour le développement de ces écosystèmes fournisseurs à l'époque. Et donc, l'idée, c'était d'avoir un écosystème complet depuis les constructeurs jusqu'aux fournisseurs. Et aujourd'hui, nous poursuivons toujours ce travail avec notamment les donneurs d'ordre pour travailler soit pour l'accompagnement des nouveaux projets de développement de ces donneurs d'ordre ou pour ancrer davantage leur activité au royaume. Et je pense que les dernières annonces relatives au secteur automobile, liées notamment à l'extension du complexe industriel, par exemple, du groupe Stellantis à Kenitra, ou le nouveau plan de développement annoncé par le groupe Renault à l'horizon 2030, témoignent de la confiance renouvelée de ces acteurs internationaux dans la plateforme automobile marocaine et illustrent bien la compétitivité de cette plateforme et la réussite des actions qui ont été menées en étroite collaboration, je tiens à le signaler, c'est en étroite collaboration avec les différents acteurs institutionnels, les autres ministères et même avec les acteurs du secteur privé. D'accord. Donc je pense que vous avez plus, et ça je pense c'est un fait, le ministère, enfin la direction de l'industrie automobile joue un rôle déjà pour pérenniser l'investissement, enfin les investissements stratégiques qui ont été installés en fait et déployés au Maroc, mais aussi, je pense, c'est développer ces investissements sur d'autres volumes, sur d'autres projets, qui fait que ça enrichit davantage l'écosystème. Bien évidemment, donc nous travaillons également sur le développement des activités des fournisseurs à l'instar de ce qu'on fait avec les donneurs d'ordre. C'est-à-dire, à date d'aujourd'hui, on travaille pour qu'ils puissent, soit on parle d'extension, développement de nouveaux commodités qui n'existent pas au Maroc à date d'aujourd'hui, ce qu'on appelait des commodités pionnières. Et donc, ce qu'on fait, c'est généralement le rapprochement avec les besoins des donneurs d'ordre, que ce soit locaux ou internationaux. Parce qu'il ne faut pas oublier, si un fournisseur souhaite s'installer au Maroc aujourd'hui, je parle bien d'un fournisseur automobile, ça ne serait pas uniquement pour répondre
répondre aux besoins des donneurs d'ordre locaux. Donc ce qu'on fait, on travaille sur le rapprochement des besoins des donneurs d'ordre à l'échelle nationale et à l'international. Et d'ailleurs, je peux citer à titre d'exemple le chiffre d'affaires. Le chiffre d'affaires sourcing en composantes automobiles qui s'élève à plus de 8 milliards de dollars en 2025. Et c'est généralement des pièces made in Morocco, des composants qui ont été exportés pour répondre aux besoins d'autres constructeurs, dont notamment BMW, Ford, Volkswagen, Mercedes et bien d'autres. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas forcément installés au Maroc. Peut-être c'est à venir dans les années qui suivent. Pourquoi pas. Oui. Mais ce qui est intéressant, c'est-à-dire que l'écosystème n'attend pas. Il est déjà actif et répond à ces besoins d'industriels internationaux. Et pour autant, en fait, il faut le signaler, avec des produits qui sont de technologie. Donc, nous ne sommes plus dans l'assemblage. Oui, effectivement. D'ailleurs, je voulais quand même préciser que parmi les rôles aussi du ministère, en collaboration avec les autres acteurs institutionnels, c'est d'accompagner les mutations de la chaîne de valeur mondiale automobile. Oui. Et ainsi accompagner et assurer le développement, ou bien anticiper, comme a dit Seth tout à l'heure, anticiper le développement du secteur pour confirmer ou bien pour assurer la résilience et la durabilité de la compétitivité de la plateforme automobile. Oui. Ben écoutez, merci. Et justement, parlant de compétitivité et de sourcing, passons peut-être à l'aéronautique avec Madame Sarah Mounir. C'est comment le Maroc a réussi à shifter ou alors à se positionner au lieu d'un modèle classique qui se base sur l'attractivité des investisseurs pour faire de l'assemblage au Maroc, à des investissements stratégiques sur de la technologie à très haute valeur ajoutée, voire de pointe. Donc ça, c'est intéressant pour voir un peu le modèle de l'aéronautique. Et puis aussi, ça serait intéressant si vous pouvez nous citer quelques technologies cibles que vous avez dans le pipeline, si ce n'est pas confidentiel. Bonjour. Donc, tout d'abord, merci pour l'invitation. C'est un réel plaisir de faire partie de ce panel. Comme vous avez dit, effectivement, le Maroc a réussi à transformer sa position en une plateforme de production. On a un partenaire fiable qui développe des technologies et des pièces de plus en plus complexes et sophistiquées. Mais tout d'abord, il faut savoir que l'assemblage dans la trajectoire de développement de l'aéronautique au Maroc ne se met pas en opposition avec la montée en gamme et le développement des technologies. Au contraire, l'assemblage a été certes la porte d'entrée dans cette industrie hautement technologique, et tout ce qui est ingénierie, innovation, R&D et technologie complexe est la suite qui est tracée pour bien sûr arriver ou atteindre la nouvelle ère de cette industrie qu'on a ambition d'atteindre. Donc tout d'abord, ce succès ou cette transformation repose surtout sur une vision long terme, sous la conduite éclairée de Sa Majesté le roi Mohammed VI, que Dieu l'assiste, qui a érigé l'industrialisation en général du pays en priorité. Et qui dit industrie dit bien sûr l'aéronautique qui faisait partie des industries locomotives du pays. À travers cette vision, on a pu bâtir une plateforme reconnue à l'échelle mondiale, une plateforme compétitive, solide et intégrée. Donc, ensuite, à travers plusieurs stratégies industrielles, pragmatiques et ambitieuses qui ont été mises en place, on a pu dessiner, si je me permets de dire, des écosystèmes, comme a dit ma collègue, des écosystèmes industriels performants et intégrés. Donc ces écosystèmes ont permis ou ont favorisé les synergies entre donneurs d'ordre, équipementiers, sous-traitants, et aussi synergies entre public et privé, universités, centres de recherche, oui, etc. Et ceci aussi a permis, entre autres, de développer en profondeur l'industrie en favorisant le développement d'un tissu local de PME capable de répondre aux exigences et aux standards internationaux qu'exige cette industrie hautement technologique. En plus de ça, bien sûr, il y a les atouts dont dispose le Royaume, c'est les infrastructures aux standards internationaux, c'est les compétences et le capital humain compétent, flexible, jeune, disponible et
les zones industrielles intégrées et aussi, comme a dit M. Tber, quand un investisseur vient investir et prend la décision de choisir le Maroc, il ne vient pas pour un site de production seulement, mais pour tout un écosystème. Et donc, c'est ce que le Maroc a su offrir. Un écosystème qui offre formation, fournisseurs déjà prêts, des liaisons et des synergies efficaces. Et donc, voilà, c'est ce qui facilite la décision de ces investisseurs pour investir dans d'autres activités autres que l'assemblage ou le câblage qui est l'activité historique du secteur. Et aussi, à part ça, le Maroc a su transformer aussi ses atouts avantageux en une relation durable avec ses partenaires industriels. Et l'exemple, par exemple, qu'on a cité tout à l'heure aux introductions, c'est Safran qui a étendu ses activités via plusieurs filiales. C'est-à-dire que cette confiance a pu s'établir à travers la force qu'a pu offrir le royaume. Maintenant, comme vous avez dit, on est à un tournant très important. C'est de garder l'assemblage de pièces plus sophistiquées et plus complexes, mais switcher vers des technologies de plus en plus complexes. Donc, pour répondre à la deuxième partie de votre question, on cible surtout maintenant les activités qui concentrent le plus de valeur dans la chaîne de valeur de l'aéronautique. Je pense notamment aux moteurs. C'est vrai qu'il y a eu le lancement de plusieurs projets, dont Safran, Pratt et autres, mais le moteur est l'une des pièces et segments les plus sophistiqués dans la chaîne de valeur aéronautique. Donc, le moteur, c'est toujours une priorité. Il y a les composites et matériaux avancés, il y a tout ce qui est ingénierie et la MRO aussi. Donc, vu la position géographique du pays, la MRO reste aussi un segment qui a besoin de se développer davantage localement. Donc, voilà. Écoutez, merci. Je pense que c'est tout un ensemble d'éléments et de leviers qui font la compétitivité du Maroc, que ce soit pour le secteur automobile ou aéronautique. Donc nous parlons d'infrastructures, de compétences, mais aussi en fait nous parlons de peut-être un élément, c'est l'énergie, l'offre énergétique qui répond peut-être à déployer des structures qui sont énergivores. Maintenant, quand on parle de technologie de pointe ou enfin parfois en industrie lourde, donc c'est énergivore. Donc il faut qu'une offre accompagne. Je pense que le Maroc a su jouer ses cartes pour jongler avec toutes ces expertises-là et ces compétences pour qu'on puisse aboutir à des résultats concrets. Et c'est intéressant. Donc merci beaucoup. Et j'aimerais peut-être, en me focalisant sur les compétences, parler du capital humain comme levier d'attractivité de ces investissements stratégiques. Donc, quand on parle de capital humain, peut-être je m'adresse à M. Biodé, à Rafa Biodé à ce stade-là. Donc, vous intervenez en amont, en accompagnement des industriels, en phase développement du produit, en phase développement du process. Donc, à ce stade-là, quand nous parlons des derniers investissements stratégiques, donc parlons de technologie, d'expertise ou de process à haute valeur ajoutée, comment l'offre Maroc se positionne? Est-ce que nous sommes autonomes pour répondre en termes de compétences à ces projets qui intègrent l'électronique embarquée, enfin nous parlons peut-être maintenant de l'IA embarquée, donc il y a des technologies de pointe encore plus poussées sur d'autres secteurs. Donc comment nous nous positionnons là-dessus sur tous les leviers, donc du niveau technicien, ingénieur, école d'ingénieur et tout ça. Donc c'est intéressant peut-être d'avoir un aperçu. Très bien, merci Sarah pour la question. Je profite d'abord pour féliciter Industrie du Maroc Magazine pour l'organisation de cette 8e édition et tout le travail qui est fait par cette institution et à sa tête c'est Hicham depuis le lancement, enfin depuis la genèse, qui est aujourd'hui un porte-parole de tout le développement industriel, économique qu'a connu le royaume. Alhamdulillah. Avant de répondre peut-être à ta question, Sarah, je vais juste rebondir par rapport à tout ce qui a été dit en termes d'investissement stratégique par Sitber, par les investissements au niveau de l'aéronautique et de l'automobile. Où aujourd'hui, alhamdulillah, le royaume aujourd'hui a une position. Il bip sur l'ensemble des radars, je dirais, des directions de stratégie industrielle mondiale.
Et donc, quand une locomotive ou un grand groupe ou une grande institution pense à davantage d'investissement ou à de la stratégie future, bah, le Maroc, en fait, il bip. Et ça, c'est alhamdoulilah, une réussite avec, sous les directives de Sa Majesté le roi Mohamed VI Dieu Al-Assis, depuis les genèses des premiers plans émergence, plans d'accélération industrielle, où on a une continuité, alhamdoulilah, qui a permis de développer tout ça. Alors, on est passé effectivement, je veux dire, d'un stade assemblage aujourd'hui à de la technologie, à des gigafactories, à tout un écosystème. Si on prend en parlant des gigafactories et des batteries, on n'est pas que sur l'assemblage, mais on est vraiment sur la chaîne de valeur complète, du minerai jusqu'à la batterie, voire jusqu'au véhicule électrique et donc dans la mobilité électrique. Donc ça, c'est une réussite. Et cette réussite, elle a été faite, elle a fait aussi grâce au capital humain marocain qui a su accompagner ces stratégies nationales, qui a aussi s'adapté donc pour accompagner ces stratégies, mais pas que sur l'assemblage. On a commencé dans l'assemblage, mais aujourd'hui, alhamdoulilah, on a des sociétés d'ingénierie qui accompagnent ces écosystèmes locomotives phares, hein, que ce soit l'automobile, l'aéronautique, on a le ferroviaire maintenant, les énergies renouvelables. Donc aujourd'hui, il y a une chaîne de valeur complète. Tout n'est pas encore gagné, mais on s'est positionné. Le bon exemple, enfin, si je ne me suis pas présenté, Araf Abiyoudi, donc directeur général d'Enjima, nous sommes une société d'ingénierie. Oui. Et on a pris le pari de se lancer 4 amis, avant qu'on soit associés, parce qu'on se connaît depuis très très longtemps, depuis le lycée. On a démarré notre carrière dans de l'automobile, en étant salarié. On a shifté vers l'aéronautique en 2005 pour accompagner les implantations qui se faisaient à l'époque. Et puis 2011, sur une opportunité, puis enfin, avec aussi une volonté d'accompagner le développement industriel du royaume, on s'est lancé dans cette aventure de lancer une société d'ingénierie. Donc on a commencé au début pour faire de l'offshoring, donc faire un petit peu de back-office pour certains clients à l'étranger, mais on a rapidement shifté à se positionner sur des projets à valeur ajoutée, sur des projets de développement, que ce soit dans l'automobile, dans l'aéronautique, et surtout aussi d'accompagner l'écosystème local. C'est-à-dire aujourd'hui, on se positionne en tant que société d'ingénierie, mais aussi un acteur de service à l'industrie locale pour l'ancrer. Pourquoi je dis ça? Parce que l'industrie, en fait, comme je dis, on bip maintenant sur l'ensemble des radars. Mais en fait, il faut qu'on l'ancre. Et qui dit ancrer cette industrie et ce développement, dit que l'ensemble de l'écosystème soit développé et ancré. Donc on a, alhamdoulilah, de très belles pépites, enfin de très beaux projets de locomotives, de grands groupes. On a quelques champions nationaux, mais il faut que la PME, et là je parle de la PME marocaine, et même de, je vais dire un peu le terme qu'on n'a pas l'habitude d'entendre, enfin de start-up industrielles. Oui. On entend beaucoup parler de start-up dans l'IT, dans l'IA, dans les services digitaux, mais il faut qu'on arrive aussi à émerger des start-up industrielles pour ancrer cette industrie. Et j'aime ce parallélisme. C'est comme une forêt. Et donc une forêt, il y a des grands arbres, des petits arbres, et tout le monde se retrouve. Et quand il y a du vent, une tornade, en fait, c'est tous ces arbres-là ils sont solidaires les uns les autres, qui font que ça ne bouge pas. Et donc c'est exactement ça. Pour revenir sur la question, donc les compétences, on a alhamdoulilah de très belles écoles, de très beaux instituts, que ce soit en formation professionnelle. On a l'OFPPD qui a fait un très bon travail de modernisation de l'existant et de lancement des cités, des métiers et des compétences pour accompagner cet élan industriel. On a aussi de très beaux instituts IGD à gestion déléguée qui font aussi cette interface entre les besoins, ce que moi j'appelle un peu pharmacien SaaS, et donc customiser les besoins des industriels avec une manière agile, rapide pour répondre aux besoins de montée en compétences, aux besoins de recrutement sur les nouveaux investissements. Et on a aussi, on arrive à trouver suffisamment d'ingénieurs quantitatifs et qualitatifs, avec un seul bémol, et je profite de l'occasion où j'ai la parole, c'est qu'aujourd'hui, en fait, les compétences, ils doivent être, je vais dire,
plug and play, rapide, à s'intégrer dans l'industrie et dans le monde économique. Et aujourd'hui, c'est là le bémol qu'il y a encore au niveau de l'enseignement supérieur, c'est qu'il y a l'alternance qui nous manque aujourd'hui dans le pays. Aujourd'hui, dans aucune des écoles d'ingénieurs marocaines, on ne propose de l'alternance. Et ça, c'est un frein pour développer et accompagner cette montée en cadence et cette montée en valeur sur le tissu économique marocain où on veut monter en compétence. Et donc, on veut monter en compétence, c'est plus des investissements et des travaux technologiques, et donc c'est beaucoup plus des ingénieurs et des techniciens. Donc, il faut, à mon sens, c'est un appel que je lance. J'ai compris que demain, il y aura le ministre de l'enseignement supérieur qui sera présent. C'est relayer cette demande, c'est d'instaurer de l'alternance au niveau de l'enseignement supérieur, au niveau des écoles d'ingénieurs. Un exemple aussi simple qu'on vit, toutes les entreprises vivent chaque année, c'est offrir suffisamment, par exemple, de PFE aux élèves ingénieurs de février à juin. On ne peut pas tous les recevoir. Et donc, ce qui fait qu'il y a un impact sur aussi sur les livrables et sur le mentorat, sur le tutorat. Et donc, c'est un levier. C'est un levier qui, si on veut aller encore plus vite, plus haut, je pense que c'est un levier sur lequel nous devons travailler pour préparer nos talents. Et comme j'ai dit, en fait, on passe d'un mindset de former pour produire, mais en fait produire en formant. Oui. Et ça, c'est important. Écoutez, merci. Je pense, juste pour rebondir sur votre intervention par rapport au programme d'école, moi je suis émiste, ingénieur industriel, et bien mon école a instauré en fait depuis des années l'alternance, et j'étais exemple de cette alternance industrielle, et je comprends sa valeur ajoutée. Ça permet en fait déjà de s'initier au monde industriel, de lier en fait ce qu'on a acquis en théorie. Je pense que monsieur le ministre, peut-être demain de l'enseignement serait en fait amené peut-être à débattre, à revoir cette question, à la généraliser, parce que je pense que pour un plug and play de manière efficace et rapide, cette alternance est importante. Et je pense que aussi ça ouvre le débat sur l'infrastructure, sur le timing, sur le volume en fait de ces projets-là. Et aussi quand on parle de start-up industrielle, il y a la notion en fait d'entrepreneuriat à inculquer à nos jeunes compétences. Donc autant nous, notre rôle peut-être, c'est de les intégrer dans les dernières technologies, dans la veille technologique, mais aussi qu'on les pousse en fait à la créativité, à développer, et puis à nous en fait, peut-être le message à nos institutionnels, de les appuyer pour développer ces startups et les mentorer, voilà, pour que ça pérennise dans le temps. Écoutez, merci. Just to sum up or summarize a little bit, we were discussing the investment chart for 2026. It means what is Morocco, let's say, offering to attract these strategic investments. We are talking about human capital, human competencies, upskilling, the synergy between different ecosystems, the readiness to develop new commodities, technologies, supporting with partnerships if required. So I think all these drivers are important to boost Morocco's position in the global industrial mapping, if we can say so. So here, I think we will shift to the next part of our discussion, considering the fact of industrial experts present with us. So here we have among us different industrial leaders that made these strategic investments a reality in Morocco. So we have from automotive, so we as well from aero industry. It's interesting to discuss every project and what's conducted, how it is conducted in Morocco, and what these investment strategies are working, or let's say are given for the kingdom. I will start with Mr. Faisal Harshi. So you are a leader of Pratt, managing director of Pratt & Whitney Morocco. So it is one of the recent strategic investments in the kingdom.
So my question will be direct to you. How the choice or selection of Morocco was a driver for RTX Group, actually, in order to get in this competitive industrial ecosystem? Okay, and you want me to do this in English? As you want. I'll try. But I think it's important. I'll try. No, that's great. Well, first of all, thank you for the invitation. I would like to thank Industrie Magazine for the great organization. For Pratt & Whitney, this is the first time that we participate. We have just inaugurated our production site 2 months ago. And maybe a little bit of background about Pratt & Whitney. We are one of the first engine manufacturers in the world for all type of aircrafts. So the company have 100 years. We started in 1925 and have as well a worldwide presence. And I'll talk about that later in the choice of Morocco. This is the first plant to manufacture engine parts in Morocco and in Africa. And you talked about how do we integrate the chain of value in the aerospace world. Just a little bit of numbers behind this industry. An engine, an aircraft engine, value resides in the parts that are manufactured, resides in the engineering and the metals and the machining, the high precision machining that we do. Less than 10% of this value of the engine is the assembly. So it is very important, and we're proud as Moroccans to have such companies like Pratt & Whitney, like LPF, that does actually this type of manufacturing here in the country. So what makes a company that have 100 years decide to invest in a new country, right? So, because this is what it is about, right? Number one, the demand on our engines is growing worldwide. So there are more aircrafts, there are more helicopters, there are more jets, private jets, there are more military jets as well. So the demand on all the engines in the world is really growing. So where do we put this capacity? That's the key question. And I guess that it was mentioned by our friend from the ministry. The geopolitical and strategic position of Morocco is very key to this. Morocco is close to Europe. It's 10 years flight from the US. It's close to the Middle East. And these are the markets that we are playing on, right? If you take all these markets, maybe 80% or 75% of all the aircrafts fly in that region. The second thing is free commerce trade agreements, right? So you have to export, and then you're looking for all the countries that have these benefits, and Morocco is one of them. And I have to say that we have been in the aerospace world, we have been talking about the 3 M's for a long time, right? So because there are 3 countries in the world that, when you look at the world as a sphere, that have the same position. So we're talking about Mexico, because it's between North America and South America, and arguably close to Europe and close to Asia. We talk about Morocco, and we talk about Malaysia, right? So that's the first one. Geostrategic position of Morocco. The second one is, which is very important and the closest to my heart, is talent. So in Morocco, Pratt & Whitney have been convinced by the fact that we have an abundance of talent. Mr. Arafat talks about it. We have the right training, right? And our talents have the ambition, the curiosity to learn, to grow,
And when you visit sites where you have the average seniority of the plant is 25, 22, 23, it's not the same when you visit a site where the average seniority is about 40 something or 50. The energy is different, and you can look ahead for the next 15, 20 years. And I guess that with the collaboration of GMAS and all the industries, we have built as well a tool, an institute for aerospace training that is supplying, I would say, high quality training at any time of the year. So we don't wait until students are getting graduated in the summer. At any time, at any point of time, we can hire a cohort, 20, 30, 40 students, train them specifically on the industry specific, which comes from Pratt & Whitney in that case, and then have a capacity to grow our workforce in a very stable, steady, and predictable manner. And then I would say the third thing is all the wonderful investment charts, the investment mechanisms that help the company to quickly set up itself, quickly have a strong business plan, and quickly execute. And this makes a huge difference because it's about the execution. When you take a decision or when you are about to take a decision, it shifts quickly from the fact that you are expanding in a region to the fact that you have to deliver parts tomorrow. And then you have to build the sites, and then you have to have all the machines getting in, hire all the people, and then start producing. And this is where the mechanisms that have put by the Ministry of Industry, by the AMDI, are very professional in terms of making the execution happen. And this is where a lot of countries, right, and companies fail. When you go worldwide, when you go to other geographies, and you don't know how to do business in a country, and then you're stuck, and it's so. I guess that's one of the biggest, the third and the most important to operationalize the company startup. And we lived it in Pratt & Whitney in terms of execution. And on top of that, in the industrial zone of Mid Park and all the industrial zones that have been created, you are able to quickly, it's like a mindset of startup. There are temporary sites that are ready, right, for you. You can rent a site, you can start working while your site is being built up. And then I'll finish on that. There is as well something about the warmth of the people in Morocco. And I would say it in Arabic, it's Tamghrabit. We want this industry to work. And thank you. And you can feel it everywhere. You can feel it in the ministry, you can feel it in the employees, you can feel it in everybody you talk to. And that makes a huge difference when we have companies that want to invest in a geographical position for the next 100 years. And remember, Pratt & Whitney have 100 years. And when we make a decision to invest, it's not about just getting the business case of 5 years and then it's done. No, it's about determining the future of the company for the next 100 years. Thank you. Much. I think what we can record is, beside all the work that is done upstream with the institutionals, there is this agility from the country, from the agility with all the, let's say, stakeholders to ensure the, let's say, this investment strategy become a reality. And Pratt & Whitney is one of the interesting ones and recent ones, so thank you for sharing your experience. Maybe switching to automotive, Mr. Hakim Nadir. So you are with Knauf Morocco working on two, let's say, value chains. You are present in Tangier with in the automotive ecosystem,
but also in Agadir with your plants covering the agribusiness with the food packaging. So you are present for many years. We have followed the evolution of Morocco industrialization. I think you have also in what you produce is all the parts to recover solution for let's say energy efficiency. So I think your part is not only used in automotive or agribusiness. It's expandable to other, let's say, ecosystems. Talking about, for example, renewable energies or constructions. So my question is to you: how you can attract with your products new strategic investments? Let's say you are already here in Morocco. So the question is extending your business and attracting more strategic investments with other products or maybe other ecosystems. Okay, thank you for. Thank you. We can speak in French, Yes, maybe. yes. On peut parler en français, donc ce sera plus simple pour moi. Oui, en effet, le groupe Knauf est au Maroc depuis une cinquantaine d'années en partenariat avec un groupe industriel qui est le groupe Safari dans d'autres domaines. Oui. On a eu l'opportunité de créer il y a une dizaine d'années dans l'automobile à Tanger un nouveau site pour accompagner nos clients et Renault. Et qu'est-ce qu'on peut retenir de tout ça? C'est que cette expérience d'une dizaine d'années, aujourd'hui, on a eu une exigence d'excellence industrielle telle dans l'écosystème automobile que ça a permis de développer un accélérateur de compétences. Et ça, et même tous les niveaux d'exigence dans toutes les entreprises de la région qu'on connaît bien de Tanger sont très fortes, que ce soit pour les sous-traitants et les clients. Et donc, il y a à la fois des gens très bien formés, avec une très bonne expérience, et une dizaine d'années, je pense que pour l'entreprise, c'est une bonne maturité pour commencer à aller voir ailleurs. D'ailleurs, le site de Tanger est dans le groupe, et une usine pilote pour développer des technologies pour les économies d'énergie. Et on a des équipes extrêmement performantes et ça fait plaisir parce que dans le groupe il y a beaucoup de sites. Et aujourd'hui on essaie de développer des nouveaux produits en polystyrène. On fait du polystyrène et du polypropylène, donc tout ce qui est isolation thermique pour le bâtiment. Et c'est une bonne opportunité à partir de Tanger de développer ce produit-là pour le livrer sur le Maroc et éviter de l'importation. Parce qu'aujourd'hui un certain nombre de produits sur le bâtiment et l'isolation sont importés d'Europe. Donc voilà, un exemple de développement dans le cadre d'un écosystème qui a été initialement avec une très belle vision et qui permet aujourd'hui d'être mature pour aller sur le reste du terrain. On a aussi par exemple le produit polypropylène on est un des seuls producteurs au Maroc au niveau de Tanger pour l'automobile. On va essayer de développer avec une start-up marocaine à Casablanca un produit de grande consommation. Et on espère que ça pourra aider beaucoup de gens dans ce domaine-là. Donc voilà, on essaie de développer des produits. Que retenir de tout ça? Je pense que pour nous, c'est une évolution en dehors du fait qu'on va, en investissement, développer un nouveau projet, une construction, un nouvel investissement dans la région de Kénitra pour rester en lien avec l'automobile, avec Stellantis, mais pour se rapprocher du centre de l'industrie au Maroc, tout le centre, et développer d'autres produits sur l'isolation du bâtiment pour les économies d'énergie, parce qu'on pense qu'à terme, un ensemble de bâtiments isolés fera de l'économie d'énergie sur le long terme. C'est ce qui est actuellement un axe de développement fort. Donc, que retenir tout ça, c'est que des équipes déjà très engagées, je pense que c'est par la volonté de réussir. Je pense que dans un écosystème qui était au départ international, a donné envie aux gens de progresser rapidement, des jeunes, comme on disait, et qui ont une forte volonté de réussir et permet de faire d'autres développements dans le Maroc. C'est ce qui permet pour nous de se développer et c'est une base pour l'avenir. Voilà. Écoutez, merci. Je pense que ce qui est intéressant, nous parlions tout à l'heure de start-up industrielles. Donc là, vous collaborez carrément avec une start-up marocaine pour développer de nouveaux produits et attirer de nouveaux investissements. Le plus important, en fait, c'est vraiment d'avancer dans la réalisation et que puis en fait le secteur public, privé puisse appuyer ce genre d'expérience en fait pour que ce soit pas juste one shot, mais plutôt un exemple
exemple, à étendre et à élargir en fait sur tout l'écosystème industriel marocain, pas forcément automobile ou autre. Écoutez, merci. Talking about also some other industry, let's say strategic investment realities in Morocco. My question will be to Mr. Badr Jafar. So you are the managing director of Le Piston Français. 20 years, over 20 years actually existing in Morocco. So you have, let's say, observed all and you have followed all, let's say, this investment chart of Morocco at global scale. So my question will be to you, what do you think are the drivers that Morocco should focus on from your point of view of aero business, but also automotive and other industries? So what are the points that Morocco should focus on in order to reinforce its position in global, let's say, industrialization mapping? Thank you. Merci. Merci pour la question. I will switch to French, so sorry for the English people here. Voilà, donc effectivement, le Piston Français, ça fait exactement 26 ans d'existence au Maroc. Donc la société, la toute première société, elle a été créée en 1999, qui s'appelle SRMP, qui est une entreprise qui a démarré au tout début de l'activité aéronautique au Maroc. Et ce qui est intéressant, c'est que on se considère un acteur et un témoin de l'évolution de ce secteur-là. Donc l'évolution que LPF au Maroc a connue, c'est en quelque sorte c'est l'évolution de l'aéronautique au Maroc. Donc nous avons démarré comme étant une petite entreprise avec des machines et avec des opérateurs, et toute l'activité industrielle faite en France est transférée de nos usines françaises vers le Maroc, et on n'était que on va dire des presse-boutons pour faire exécuter ce qui a été pensé, travaillé et industrialisé par nos équipes en France. Et on a réussi au bout des 20-25 dernières années à inverser la tendance et à devenir des usines autonomes, indépendantes, des usines qui développent beaucoup d'ingénierie, d'industrialisation, etc. Et on a même inversé la tendance, c'est-à-dire que maintenant on a des Marocains, des ingénieurs, des techniciens qui industrialisent pour nos usines en France. Et ça fait tellement bien que la chaîne de valeur où il y a quelques années on voyait le Maroc comme étant un pays à bas coût, on a réussi à faire la transformation vers un pays qui crée de la VA, et crée de la VA avec une forte compétence. Donc aussi ce que je peux dire pour l'évolution de LPF au Maroc, c'est que le Maroc nous a permis d'aller capter des marchés qu'on ne pouvait pas avoir en Europe, surtout tout ce qui est anglo-saxon, des clients comme Rolls, comme Pratt & Whitney, avec mon ami Faisal, comme d'autres clients. Donc voilà, donc le Maroc, elle est sortie de cette, on va dire, image de pays à bas coût vers une image au pays qui peut être compétitif, c'est-à-dire que la notion de coût elle est toujours importante pour les industriels, mais on a réussi à ajouter d'autres éléments qui sont la fiabilité, c'est-à-dire que tout ce qu'on produit, tout ce qu'on développe au Maroc, maintenant on commence à avoir cette notion de la qualité à la marocaine, chose qui est très importante. Donc les clients et les industriels, ils commencent à faire confiance à ce qui se produit au Maroc. Donc c'est que, je pense que pendant ces 20 dernières années, c'est que le début de l'aventure. Donc là, on arrive à une deuxième étape. Si je parle que de l'aéronautique, je pense que l'automobile, c'est la même chose. Mais pour nous, dans l'aéronautique, avec la venue de Pratt, de Safran, Aircraft Engines, et demain de Safran Landing System, qui vont produire des trains d'atterrissage, qui est aussi le deuxième élément vital dans un avion. Donc il y a les moteurs, mais il y a le train d'atterrissage qui permet de sécuriser l'atterrissage et le décollage de l'avion. Donc ce sont des industriels, des usines qui vont inscrire le Maroc dans une autre chaîne de valeur. Donc on ne parle plus de l'assemblage, du câblage ou de petites opérations, mais on est vraiment sur le cœur et sur le summum de ce qu'on peut produire dans un avion.
Donc pour revenir à la question, donc je pense qu'il y a encore beaucoup de chemin à faire par rapport à l'investissement, etc. Moi, j'ai trois points. Je pense qu'on peut parler de la massification, la densification si le terme est correct, de tissus industriels locaux. Donc on peut le dire, hein, on a une pénurie sur des investisseurs et des entreprises et des startups, à la fois utiliser ce terme, ça aussi, des startups industrielles marocaines. Quand on regarde dans la chaîne de valeur, on a du mal à sous-traiter des pièces en usinage, en chaudronnerie, en tôlerie. Donc il y a encore beaucoup de choses à faire dans ce domaine-là. Et je pense que il y a une carte à jouer encourageant les jeunes qui veulent aller vers de l'entrepreneuriat, qui veulent investir, comme ce qu'ont fait les Turcs, les Taïwanais, même les Allemands à un moment. C'est-à-dire que les grands investisseurs croient au Maroc pour tout ce qui est stabilité, pour les subventions, etc. Ça, c'est très bien. Mais il faut qu'on arrive à les encourager à créer leur propre écosystème et à développer ces écosystèmes-là au-delà d'acheter une partie au Maroc et continuer à faire de l'importation. Il y a beaucoup de choses qui nous manquent dans la partie aéronautique. Pour vous donner un simple exemple, il n'y a pas des usines qui font de la forge, il n'y a pas des usines qui fabriquent des outils coupons, il n'y a pas... Donc on n'est que dans le début de cette histoire. Le deuxième élément pour moi, c'est les talents. Donc tout à l'heure, vous avez parlé des talents. Donc le Maroc a démontré qu'on a des bonnes compétences, etc. Mais je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à développer dans cette partie de formation. Et aussi, si je me permets, c'est la rétention de ces talents-là. On a vraiment je pense, dans mon cas, dans mes usines, donc après le Covid, il y avait vraiment beaucoup de personnes qui ont émigré au Canada et en Europe. Donc on n'a pas la compétition en interne, mais c'est à l'étranger. Et donc je pense qu'il faut qu'on forme davantage, que nos écoles d'ingénieurs, de techniciens, etc., elles forment davantage, parce que le besoin est là et parfois on a du mal à trouver les bons talents. Voilà. Merci. Merci. Je pense que vous l'avez bien cité, un des enjeux sur lesquels le Maroc devrait travailler pour pérenniser sa place et puis améliorer son ranking, c'est ces questions de rétention peut-être de talents. Donc maintenant, les talents marocains s'exportent à l'international de plus en plus. Tant mieux pour nous, mais c'est-à-dire que nous devrions couvrir notre besoin national. Et le deuxième point, c'est que nous avons des besoins, par exemple, dans l'écosystème aéronautique. Donc c'est une niche pour les startups industrielles et pour intégrer des acteurs, disons, locaux qui découvrent en fait l'industrie, mais qui sont appuyés par des structures internationales solides dans le domaine. Donc c'est des partenariats à mettre en place et à développer, sur lesquels, en fait, qui vont permettre déjà de mettre des assises solides sur le long terme, sur les 5 ans, les 10 ans à venir. Écoutez, merci. My question here is to Dr. Beita. So you are for Mubia roll-banded products. Morocco, you are working on automotive ecosystem mainly, developing cooling system products for the batteries, mainly for electrical vehicles. What I'm interested actually to discuss with you and maybe to share with all our participants today is your research project. So with the IRISON, it's the Institute of Research for Energy, Solars and Renewable Energies. So this Moroccan institute and Mubia partnered together actually to develop a solution for cooling not only battery, let's say electrical vehicles, but photovoltaic panel solars, which is amazing. It means it's developing this technology, which is for automotive, to energy ecosystem. And it's at the level of innovation, let's say, for Morocco. I would like you, please, if you could share your experience and maybe discuss. My question will be, after your presentation, what are the next steps to make in order to make this research a reality and scaling at large level? Thank you.
Donc, juste pour la régie, si nous pouvons présenter rapidement les quelques slides du Dr. Bater. If it's possible in 5 minutes, in order to get you the opportunity to reply to the question and also discuss together your feedback. Okay. Thank you. 5 minutes will be a challenge, but I will try my best. First of all, I would like to thank the organizers of this wonderful event to give me the opportunity to share our research project here. My name is Philipp Beiter, and when we go to the next page, I am a representative of Mobea, a German automotive supplier. If you wanted to go to the next page real quick, please. And as you can see, globally present with a strong footprint, mainly coming from automotive. I really go fast through the slides, so please feel free to reach out to me later on, but I would like to respect the task from our moderator. So actually, thank you. They are generous. They give us 10 minutes for your presentation, and we go to questions later. Thank you. Okay, not a problem. Yeah, so talking about the climate to drive investments, I have probably one item to add, and that is what I would like to present. The ability to research, develop, and innovate. And I'm proud to say, when we look at the next page, that being globally present as an automotive supplier, please flip to the next page, Mobea is already present in Morocco. And are we able to flip the pages? Pour la régie, est-ce que c'est possible? Yeah, just move on one more. Yeah, we are able in Morocco already with a plant and have been able to supply our customers since 2024 with local production. Proximity to our customers is a key element for an automotive supplier, and finding the right geopolitical situation, as our colleague from Pratt & Whitney has already mentioned. Many, many good points. I agree 100%. So very well spoken, all of you. From Mobea's side, we 100% agree. You see on the numbers here, when you look at the footprint planning 2028 and the employee planning 2028, we are committed to grow in Morocco. And that's why the project that I'm presenting now to you is of strategic importance for us. On top. So when we go to the next page, please. What are we talking about? In the introduction, we heard already about it. Mobea and Moroccan partners, we explored the ability to industrialize PVT modules. PVT stands for photovoltaic thermal modules, and the T, the thermal aspect, is the new item. In this hybrid element, we combined state-of-the-art photovoltaic modules with a heat exchanger on the backside, and we will see in a minute why this is of interest and what this can deliver. The purpose is to collect solar light, and we can look at this page here. The purpose is to collect solar light and to turn it into energy, and we all know this. And we have a phenomenal ecosystem in photovoltaic and renewable energies here in Morocco. The new element is to have the heat exchanger on the back of the module to save multiple purposes. On the one hand, we collect thermal energy, and in Europe particularly, this is an opportunity to generate energy to run a heat pump. And the heat pump then consequently can be used to heat buildings, housings, pools, etc. On the other hand, we can use the thermal energy that is generated by the photovoltaic thermal modules to directly heat, for example, or provide heat for industrial processes, either heat up water or supply heat to other types of processes. And I can proudly say that with this technology, we are in serial production. You see at the lower right-hand side our first serial project where we provided photovoltaic modules. These are the black elements on the rooftop there for a high school to provide the heating to this building. On the other hand, if we go one page further, during night, you can also reverse the process and pump hot water through that photovoltaic module and use the ambient air to let it cool. And this is energy dissipation also for free. So
How do we manufacture at Mobea those plates? We manufacture them through a process called roll bonding, and this is a simple process where you have 2 layers of aluminum that are being joined under high forces in a rolling process. And to create the later channel structure, we are printing it on one of the layers of aluminum before we bond the material, and this print is basically a separating agent so that the material does not bond in the later channel areas, so that we can inflate those plates later on to form the channels. I did bring this picture of that industrial line here that we are running, and on the very right-hand side, you were able to see that this process comes from the automotive application, Mobea being an automotive supplier. But we were thinking beyond. We were trying to diversify, and we were happy that we found partners here in Morocco to help us develop that. After we have roll bonded the plates, we need to join them, and we see this on this page here. We join them with the module, and we developed a lamination process in which we are having a joining foil in between the PV modules and the cold plate. And in a heated process, we are able to melt that foil, and that creates, and that's a unique selling point here and a large advantage, we are creating a full surface bond between the heat exchanger and the module. And we will see in a minute why this is of importance and what benefit it brings. So let's continue. Being an automotive supplier, obviously, Mobea is capable and able to help to develop from cradle till grave, from material to prototype testing and industrialization, full project. Now, next page will share with us and show us what we did here. What did we do in Morocco, and how did we work? So first of all, the PVT modules were originally developed to run, as I mentioned, heat pumps in Europe. But we quickly understood that here in Africa and Morocco, we have climate conditions that are prone and perfect to leverage the ability to collect heat, free energy from the ambient air. So we were happy to find 2 local partners. They have already been mentioned, Irizen and Green Park Energy, as prime partners to help develop that and to research the benefits, and that's what we did. We tested the modules exactly under serial conditions, and there is multiple information available on both of our partners, but we found here in Morocco a testing ecosystem that supports innovation, and I'd like to take the opportunity here to thank our partners for supporting us in this project. If we continue, I would briefly like to walk you over some results before I sum up. So the first item that we did is we tested the modules that we manufactured under lab scale. And in this lab scale, we were basically setting up an environment where the day sun radiation was simulated with a constant 1,000 watts per square meters. And then we did pump water through our module at different temperatures. And we measured, and this is on the y-axis, the thermal energy that we were able to collect. And that gave us the chart here and the graph. And what you can see is that at a typical temperature range with a constant day sun radiation, we were able to harvest from these 1,000 watts per square meter, we were able to harvest approximately 600 watts per square meter. That's an efficiency of 60%. And that's huge when you compare this to PV modules. PV modules typically are in the range of 20 to 25%. So while we maintain the 20 to 25% of electrical energy, we are able to add 60% thermal energy efficiency, and that's a huge benefit when you compare it to what is currently state of the art. The next step then, thank you, was testing the modules and the concept in serial or in field conditions, and here is where Green Park Energy and Irizen were very instrumental and helpful. We set up a testing environment. We measured multiple variables. Please advance. The setup was in October 2025. We had a predefined thermal hydraulic setup, and we tested 2 conditions, which we can see here. We tested during day the ability to provide maximum cooling, and during night
to dissipate as much heat as possible. So the two different items that I showed at the very beginning, you can generate, you can collect heat, and you can dissipate heat, cooling. We wanted to simulate both and tested both. Let's look at the results. So the chart on the right is easy to read, although we have 3 or 4 curves here. The dotted line is really the global irradiation. So this is when the sun goes up at 6 in the morning, and when the sun sets at 6 in the evening. And you can see that irradiation, or the energy provided by the sun, is basically climbing till noon and then falling again. In line with that, in the green curve, we see how the ambient air, the temperature of the ambient air is rising and falling. And the blue curves is what we finally evaluated to understand the performance of the module. And we could prove, when we look at the center of the chart here, maximum heat collection during day. When we look at the dark blue curve, we pumped in water at a certain temperature, say 35 degrees, and the outgoing temperature from the PVT module was elevated. That means we collected heat, and this heat is the energy that we got for free. During night, the process, 1 second please, go back one. During night, the process is reverted. When we look between 0 and 4 o'clock in the morning, for example, ambient temperature was at 15%. Ingoing temperature in the module was at 25%. Outgoing temperature of the module was 22, 23 degrees, degrees. So actually, we were able to dissipate heat, again, for free. Now we can advance, and I sum up real quick. In general, we have 2 effects that we measured. Not only were we able to generate and dissipate heat for free, due to the cooling effect that the module had, we were also able to increase the performance of the PV module itself by 2 to 2.5%. So we collected more electrical energy simply by combining it with this heat exchanger. So 2 main benefits: higher electrical energy, second, thermal energy for free. Let's advance. This is, so to speak, the last slide that I would like to share, and this concluded the project and the research and development that we did with Irizen and the Green Energy Park. You can see on the very right-hand side the energy created or collected with a regular PV module. So we collected over 35 days, or the month of October, more or less, 81 kilowatt hours of electrical energy. I've already mentioned through the PVT module and the thermal module at the back, we increased the thermal, the electric energy creation by 2 to 2.5%. So we were able to increase this from 81 to 83 kilowatt hours in the PVT module, and on top we collected and dissipated heat during night and day. All in all, photovoltaic modules generate roughly 160% more energy when setting it up in this environment. And having that said, we concluded the project positively with our local partners here in environments that we find here in Morocco, but also in Africa, and climate conditions that we see here. We believe that PVT modules and technology is a great alternative to pure PV modules, because you can increase your electrical energy that you generate, and you can at the same time collect thermal energy in the same area, in the same module, and you're getting it, so to speak, as a renewable energy on top. So, I know this was quick. I still hope that I was able to give you a little bit of an insight, and I thank again our partners and you for your audience. Thank you much. Thank you very much, Dr. Beiter. I think this presentation is worth a dedicated workshop to go further in details to discuss actually the results and how it is scalable actually. I think what we should highlight in this research is your partnership with Moroccan Institute to work on a solution that is applied for automotive,
but there's all the developments and let's say thinking to apply it for other ecosystems like the renewable energies. So one of the maybe opportunities for the renewable, let's say, actors, we are still working on importation. So here we are developing local products to reply to the local demand, actually. So my question briefly, what are the next steps? So you have the solution, it is validated, tested, the results are confirmed. So what is for you this the next step to expect from this research, actually? Yeah, great summary. Thank you much. Next steps for us. Our production is in place. Our development is concluded. We are ready to industrialize. We have ran business cases for first applications. We are obviously open to share the technology and see if we can jointly find partners that help us to industrialize on large scale through first investment projects. Thank you very much. So it's a call for the investors and local Moroccans and internationals to work and develop this research to industrial reality. I think we have something that is started, but what is important is to keep it until we get it in the field, actually, because otherwise it's like we have invested expertise and time, and it's worth it to develop the solution, I think. Thank you very much. Thank you much. Thank you. Thank you. So briefly, I think we are in our running time for our panel. I will just ask my panelists in 30 seconds each one, in brief words, what are the, let's say, strategic actions to add for Morocco's roadmap to boost its attractiveness for industrialization. Thank you. Monsieur Jaafar, je vous laisse rapidement. Je pense que c'est ce que j'essaie de dire à la fin de mon intervention tout à l'heure, c'est qu'il faut qu'on commence à travailler avec les investisseurs pour créer au-delà des écosystèmes pour la supply chain, mais pour pousser à avoir une offre avec des industriels, des nouvelles entreprises, que ce soit PME ou autres, pour développer vraiment localement ce qu'on peut avoir comme offre locale. On a énormément de manquants dans la chaîne et je pense que ça peut passer par des investisseurs locaux ou par une collaboration avec les investisseurs dans leur package pour s'installer au Maroc. Voilà. Merci. Monsieur Nadir, oui, 30 secondes rapidement, s'il vous plaît. Oui, tout à fait d'accord. La clé, c'est l'écosystème, environnement de chaque industrie. Je pense que quand on regarde les Turcs, c'est un bel exemple. En Turc, les gens ont énormément de choses autour. Et puis les talents, clairement, la formation par alternance, bon, ça c'est clé pour aller plus vite. Voilà. Merci. Monsieur Biodé. Merci. Rapidement, je pense, on l'a tous dit, chacun à sa manière, le Maroc n'assiste plus à cette reconfiguration industrielle. Enfin, il n'est pas en spectateur, il est acteur. Maintenant, ce qui, à mon sens, et ça a été dit, pour l'ancrer, il faut de l'intégration profondeur, et donc il faut davantage de PME technique, PME en termes d'ingénierie, et shifter aussi, comme on a fait du shift de l'assemblage à la valeur ajoutée, à de la co-conception, shifter aussi à de la propriété intellectuelle. On a un exemple ici, il y a des choses qui peuvent se faire avec nos universités, avec nos centres de recherche, et donc ça sera mon mot de la fin. Merci. Madame Mounir. Donc, comme j'ai dit, le Maroc est en construction progressive. Donc, pour pouvoir atteindre le sommet dans cette industrie, donc je parle de l'aéronautique, il faut d'abord penser à l'intégration locale, la densification de la chaîne de valeur locale, la marocanisation et la souveraineté du secteur. Et bien sûr, nous travaillons ensemble avec la fédération, les entreprises, l'AMDI et toutes les parties prenantes pour pouvoir arriver à cela. Merci. Alors, je vais parler surtout par rapport au secteur automobile. Donc, aujourd'hui, le Maroc est le premier producteur de véhicules de tourisme en Afrique. Donc, si on souhaite conserver cette position,
comme étant une plateforme de sourcing compétitive à l'échelle mondiale, il faut tout d'abord agir. Je rejoins ce qui a été dit. Tout d'abord, on a parlé des ressources humaines et la qualification, la disponibilité. Mais pour moi, c'est surtout l'intégration locale en profondeur, citée par Saarafa, et aussi travailler sur tout ce qui est transition énergétique. Le Maroc dispose aujourd'hui de tout ce qu'il faut pour accélérer sa transition, parce que le Maroc a déjà commencé cette transition avec la production de véhicules électrifiés, notamment des modèles exclusivement fabriqués au Maroc. Donc, ce qu'on souhaite davantage, c'est accélérer cette transition pour être toujours compétitif face à la concurrence accrue à l'échelle mondiale. Je dirais que c'est les deux leviers sur lesquels on doit agir rapidement pour pérenniser cette compétitivité et ce classement. Merci. En fait, Monsieur Tber, c'est quoi qu'est-ce qui nous manque en fait, c'est ça? En fait, ce qu'on devrait rajouter comme action dans la roadmap Maroc sur les 5 ans à venir pour pérenniser en fait la position dans la cartographie industrielle. En fait, moi, je pense qu'il ne manque pas grand-chose, mais je pense qu'il y a un effort à faire sur l'innovation, Oui. sur la recherche et développement. Je pense que ça a été dit par mes amis. Et après, il faut qu'il y ait une confiance et une volonté d'agir. Il y a un mindset aussi d'entrepreneuriat dans le pays. Et je pense que c'est un effort collectif, mais on va dans le bon chemin. Merci. Dr. Beta, 30 seconds, maybe a wrap-up of what action we could include to boost Morocco's position for the roadmap. Generally speaking, I think we have seen many good things in the opening speeches as well discussed in this panel here today. I think that shows that even if not fully there yet, Morocco is on a good trajectory, a good roadmap, and I think events like this that help to leverage these items and take them to the world will help to further continue with the progress. Thank you. Moi, je dirais 2 points. Je rejoins le point sur le coût de l'énergie. Je pense que sur les 5 prochaines années, pour les constructeurs aéronautiques, le coût de l'énergie va être très déterminant dans les choix d'investissement. Et le deuxième point, pour rejoindre ce qui a été dit ce matin, c'est la digitalisation de l'administration marocaine. Si on arrive dans les 5 prochaines années à avoir tous nos processus digitalisés, ça va être encore un accélérateur encore plus pour les entreprises, pour mieux exécuter. Merci. Écoutez, merci beaucoup. Je pense que si ça à retenir en action et puis en résumé rapidement, donc nous parlons d'innovation, nous parlons aussi de synergie entre différents écosystèmes, mais aussi entre institutionnels et privés. Et le troisième point, je dirais une intégration locale pilotée par un entrepreneuriat peut-être marocain, qui va booster un peu l'industrie et remplir les niches, enfin les besoins de ces industriels déjà existants. Donc merci à vous, merci à mes invités. Donc vous allez pouvoir les retrouver juste après en fait dans le salon et partager avec eux si vous avez besoin de questions. Et je cède la parole à Madame Benani pour le prochain panel. Merci.